Dans cette activité, nous allons revenir sur la mitochondrie et sa chaîne respiratoire et comment on peut faire le lien entre cette chaîne respiratoire et l'ATP. Nous avons différents documents qui nous présentent différentes expériences et leurs résultats sur des parties de la mitochondrie qu'on appelle des particules submitochondriales. Le document 1 nous explique donc que nous avons pris des mitochondries qui ont été cassées sous l'effet des ultrasons pour récupérer des fragments de la membrane interne. Sur cette membrane interne, on a récupéré des particules submitochondriales et on constate que les particules submitochondriales sont des vésicules qui présentent à leur surface des sphères pédonculées. Donc ces particules ont été placées dans différents milieux qui contiennent du dioxygène et des composés réduits RH2, également de l'ATP et du phosphate inorganique. Donc on a modifié les conditions d'expérimentation et on a observé différentes choses. Donc première expérience, on dispose uniquement de particules submitochondriales avec O2, les composés réduits de l'ATP et du phosphate inorganique, et on constate que donc la totalité de ces particules mitochondriales dans ce milieu-là va produire de l'ATP et on va observer une réoxydation des composés RH2 en R. Deuxième expérience, on reprend ces particules-là mais sans les sphères pédonculées qui se trouvent ici. Donc à ce moment-là, on constate qu'il n'y a pas de synthèse de l'ATP, mais il y a quand même réoxydation des composés RH2. Si je ne mets pas de composés réduits RH2, c'est-à-dire que j'ai ma particule submitochondriale totale, j'ai du dioxygène, de l'ATP et du phosphate inorganique, et que donc j'enlève les composés RH2, dans ce cas-là, je n'ai pas de synthèse de l'ATP. Quatrième expérience, j'ai mes particules, j'ai mes composés réduits, l'ATP, le phosphate inorganique, mais je ne dispose pas de dioxygène. Dans ce cas-là, je n'ai pas d'ATP qui est produit et je n'ai pas de réoxydation des composés RH2. Le document 2 nous indique que les mitochondries consomment du dioxygène et produisent de l'ATP et que des mesures ont permis de montrer que le pH extra-mitochondrial est inférieur à 1,4 unité pH au pH de l'intérieur de la mitochondrie. Donc, première question, on vous demande d'interpréter chacune des expériences du document 1, c'est-à-dire qui se trouve ici, pour trouver le lien entre le dioxygène, les structures sphériques, c'est-à-dire les sphères pédonculées, l'ATP, l'ADP et les composés RH2. Donc, d'après les expériences, on voit que pour qu'il y ait synthèse de l'ATP, c'est-à-dire ce qui a eu lieu dans l'expérience numéro 1, eh bien, il faut qu'on ait tous les constituants, c'est-à-dire les particules mitochondriales, le dioxygène, les composés réduits, de l'ADP et du PI. Si on enlève un de ces constituants, il n'y aura pas synthèse de l'ATP, ce qui signifie que la synthèse de l'ATP nécessite les sphères pédonculées, du dioxygène et les composés RH2, ainsi que de l'ADP et du phosphate inorganique, puisque c'est lui qui va être transformé. L'expérience 2 nous indique cependant que même s'il n'y a pas de sphère pédonculée, il va y avoir réoxydation des composés RH2 en R. Ce qui signifie qu'il y a deux parties dans la synthèse de l'ATP. Une première partie de la réaction qui va constituer à la réoxydation des RH2 en R, qui là ne s'effectue pas au niveau des sphères pédonculées, et ensuite la synthèse de l'ATP qui va avoir lieu au niveau de la sphère pédonculée. Donc, expérience, question numéro 2. À l'aide de la réponse précédente, justifiez que les sphères correspondent à de l'ATP synthase qui catalyse la synthèse de l'ATP. Eh bien, on voit
que c'est dans la sphère pédonculée que va se réaliser donc la synthèse de l'ATP. C'est pour ça que ces sphères qui sont ici portent le nom d'ATP synthase. Je vous laisse noter un résumé de ce que je viens de vous dire. Passons maintenant à la question 3 qui nous demande de compléter ce document. Dans ce document, nous voyons un aperçu de la membrane interne de la mitochondrie et nous reconnaissons ici en bleu la sphère pédonculée dont nous avons parlé précédemment. Donc, on voit bien qu'au départ, nous avons un composé, un coenzyme NADH qui va libérer des électrons et se transformer en NAD+. Ces électrons vont transiter par l'intermédiaire de ce complexe. On a représenté par des carrés les complexes dont nous avons parlé précédemment. Donc ici, on a le complexe 1. Ensuite, ils vont être captés par le coenzyme Q, transiter sur le complexe grand 3, transiter vers le coenzyme C, le complexe grand 4 et ensuite être capté par le dioxygène. Les électrons vont donc réagir avec le dioxygène qui va se transformer en eau. Nous voyons que associé à ces réactions d'oxydoréduction, il va y avoir ce qu'on appelle un gradient d'hydrogène, c'est-à-dire que ici, la quantité d'hydrogène va augmenter, tout simplement parce que la réaction d'oxydoréduction, nous voyons ici, elle va s'accompagner d'une libération d'électrons, mais également d'une libération d'ion hydrogène H+. C'est pourquoi dans le document de précédent, on nous a dit qu'il y avait une modification du pH et un pH qui était plus petit que le pH de départ. C'est lié à la production des H+, qui sont ici. Donc, pour compléter le document qui se trouve là, on vous dit que les deux H+, et les deux électrons provenant du coenzyme NADH sont transférés de couple redox en couple redox jusqu'à être pris en charge par le dioxygène O2. Donc dans cette chaîne qu'on va appeler la chaîne respiratoire, le premier complexe porte le nom de complexe grand 1. Q, c'est ce qu'on appelle le coenzyme Q. Ici, on va avoir le complexe grand 3, le coenzyme C et le complexe grand 4. Donc au fur et à mesure du transfert d'électrons, les H+, donc les ions hydrogène, vont être expulsés grâce au complexe, c'est ceux qui sont symbolisés par les rectangles à ce niveau-là, mais également par les coenzymes Q et C dans l'espace intermembranaire. Cela va constituer ce que l'on appelle un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale. Un gradient de protons, c'est tout simplement une variation de la concentration. La concentration en H+, va être plus importante ici que ici. Donc forcément, il va y avoir ce qu'on appelle un gradient de protons. Les protons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tous se trouver donc dans l'espace intermembranaire et à ce moment-là, eh bien, ils vont essayer de rejoindre les autres protons qui se trouvent là pour équilibrer les concentrations. Les protons H+ ne peuvent pas traverser la membrane à ce niveau-là. Le seul endroit où ils vont pouvoir traverser la membrane, c'est au niveau de la sphère pédonculée qui se trouve là.
On va donc avoir un phénomène qu'on appelle un phénomène d'osmose. L'osmose, c'est le passage des H+ d'un milieu vers un autre. C'est ce que l'on note, donc le phénomène d'osmose. On appelle ça également le phénomène de diffusion. DH+ dans la matrice mitochondriale est une réaction exergonique. Exergonique, on se rappelle, donc elle produit de l'énergie. Et c'est cette production d'énergie liée à l'osmose qui va permettre la transformation de l'ADP en ATP, qui est une réaction endergonique et donc qui nécessite un couplage pour se réaliser. Le couplage va donc être appelé un couplage chimio-osmotique. Puisqu'on va avoir des réactions chimiques suivies par un phénomène d'osmose qui va permettre la réaction. On emploie également le mot dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on pourra également parler de couplage osmochimique, ça revient exactement au même. Nous allons maintenant faire un bilan de ce qu'il faut retenir de cette activité. L'activité 5 et l'activité 6 nous ont permis de mieux comprendre le rôle de la mitochondrie dans la synthèse de l'ATP. La mitochondrie, en fait, a deux rôles. Un premier rôle localisé sur donc la membrane interne au niveau des crêtes, nous l'avons vu dans l'expérience, dans l'activité 5, qui sont ce qu'on appelle la chaîne respiratoire et le transfert d'électrons. La chaîne respiratoire, donc qui va se situer à ce niveau-là, de la membrane interne de la mitochondrie, c'est là où les électrons vont transiter. Donc on va avoir une oxydation des coenzymes, que ce soit les coenzymes NADH ou FADH2, nous avons beaucoup plus parlé des premiers, mais le deuxième existe également, qui vont se faire via des différents couples redox successifs jusqu'à l'oxygène final. Et il va y avoir ce qu'on appelle un gradient de protons dans l'espace situé entre les deux membranes, c'est-à-dire à ce niveau-là qui va se former. La réaction qui a lieu donc au niveau de la membrane, ce transfert d'électrons, sont des réactions d'oxydoréduction qui sont particulièrement exothermiques. Donc on voit bien quand on regarde le bilan de ces transferts d'électrons qu'on a deux équations de réaction qui vont avoir lieu. On va avoir l'oxydation de NADH H+ qui va se transformer en NAD+. Je vous rappelle que c'est une oxydation puisque NADH est un réducteur. Il va donc s'oxyder pour se transformer en NAD+. À cette donc oxydation est associée une réduction du dioxygène O2 en H2O. Le bilan de la réaction est le suivant. La réaction a une variation d'enthalpie libre standard delta Rg0 qui va être liée à moins petit n le nombre d'électrons, c'est-à-dire 2, F la constante de Faraday, multipliée par la variation de potentiel d'oxydoréduction des deux couples qui vont être mis en présence. Ici, on trouve un delta Rg0 qui est négatif, ce qui montre bien que la réaction est exergonique. Cette réaction exergonique ici va donc permettre de produire de l'énergie qui va être utilisée ensuite. Et cette énergie, en fait, elle va être utilisée au niveau de l'ADP synthase qui se trouve ici, puisqu'on va avoir la transformation de l'ADP plus le phosphate inorganique en ATP, qui est une réaction endergonique. Donc la synthèse de l'ATP qui se trouve là, elle correspond à ce qu'on appelle la phosphorylation de l'ADP et elle nécessite l'oxydation des composés réduits qu'on a vus précédemment.
Et on va avoir ce qu'on appelle un couplage lié à l'énergie des protons, du gradient de protons qui se trouve ici. Gradient de protons, on a dit tout simplement que c'était lié au fait que ici la concentration en H+ est plus petite qu'ici. Donc forcément, les H+ vont essayer de repasser de ce côté, ce qu'ils vont faire à travers donc les sphères pédonculées, c'était l'ATP synthase, et on va avoir ce qu'on appelle un couplage osmochimique qui va produire suffisamment d'énergie pour que l'ADP puisse se transformer en ATP. C'est ce que nous allons voir sur l'explication globale de la mitochondrie. Donc sur ce schéma-là, nous voyons la mitochondrie en entier, donc avec la membrane interne de la mitochondrie qui se situe ici et la membrane externe de la mitochondrie à ce niveau-là. On retrouve notre chaîne respiratoire à ce niveau-là, c'est notre chaîne de transport des dioxygènes, où d'un côté on a les coenzymes réduits qui vont être oxydés et de l'autre côté on a l'oxygène qui va être réduit. On voit bien le gradient de H+ à ce niveau-là. Les H+ vont être diffusés par la chaîne, les réactions d'oxydoréduction ici, ils vont être diffusés dans l'espace intermembranaire qui se trouve là. On a donc un gradient de H+, vous le voyez noté ici, il y en a moins là que là. Et ces H+ vont repasser de ce côté par l'intermédiaire de l'ATP synthase, ce qui va produire suffisamment d'énergie pour synthétiser de l'ATP. Alors, quand on utilise le coenzyme NADH, on va avoir la production de 3 molécules d'ATP, puisque en fait ce coenzyme va permettre la diffusion de 3 H+, et donc produire 3 ATP. Dans le cas de l'autre coenzyme, on a une chaîne respiratoire qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'il ne va y avoir que 2 H+ qui vont être produits. Donc pour l'autre coenzyme FADH2, on va produire uniquement 2 molécules d'ATP.